chers amis. Donc, notre émission sera aujourd'hui consacrée à la santé avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et notre ami, évidemment, le journaliste Alexis Lacroix, directeur de l'actualité juive. Donc, nous abordons aujourd'hui, n'est-ce pas, au moment où le Covid a marqué un certain repli et maintenant que menace peut-être une autre épidémie, en tout cas certains prodromes de cette épidémie avec la variole du singe, un problème qui est non seulement contemporain mais qui est d'actualité, le problème de la santé, sans faire évidemment concurrence aux merveilleuses émissions du docteur qui ont lieu sur Radio J régulièrement. Alors, pour introduire notre discussion, nous nous tournons vers l'un des maîtres de l'école française d'épistémologie, Georges Canguilhem, qui a consacré plusieurs ouvrages absolument fondamentaux aux questions de la santé, qui est d'ailleurs la réflexion sur la santé est l'épicentre de sa philosophie. Nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. La santé est une marge de tolérance des infidélités du milieu. Être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever. C'est un luxe biologique. Inversement, le propre de la maladie, c'est d'être une réduction de la marge de tolérance des infidélités du milieu. L'homme ne se sent en bonne santé, qui est la santé, que lorsqu'il se sent plus que normal, c'est-à-dire adapté au milieu et à ses exigences, mais normatif, capable de suivre de nouvelles normes de vie. La santé, c'est un ensemble de sécurité et d'assurance, un volant régulateur des possibilités de réaction. Être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever. L'organisme cherche moins à se maintenir dans son état qu'à réaliser sa nature en affrontant les risques. Il mesure sa santé à sa capacité de surmonter des crises organiques pour instaurer un nouvel ordre. L'abus possible de la santé fait partie de la santé, Paul Valéry. On comprend que la santé soit pour l'homme un sentiment d'assurance dans la vie qui ne s'assigne aucune limite. Valéret, qui a donné valeur, signifie en latin se porter bien. La santé est une façon d'aborder l'existence en se sentant non seulement possesseur ou porteur, mais aussi aux besoins créateurs de valeurs, instaurateurs de normes vitales. De là, cette séduction exercée encore aujourd'hui sur nos esprits par l'image de l'athlète. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, 1943. Merci beaucoup Alexis. Alors nous avons déjà consacré une émission au début de cette année en quelque sorte universitaire à Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, 1904-1995. Eh bien c'est un très grand philosophe, n'est-ce pas? Je dirais d'ailleurs que François Guéry et moi, nous avons eu la chance d'être ses étudiants à l'Institut d'Histoire des Sciences et à la préparation de l'agrégation. Et en vérité, il a guidé pour l'un comme pour l'autre, n'est-ce pas, les débuts de notre carrière universitaire. Mais au-delà, n'est-ce pas, de l'importance qu'il revêt pour nous deux, eh bien, il a eu et il a aujourd'hui, où on publie ses œuvres complètes, une reconnaissance à la fois nationale et internationale très importante pour le caractère en quelque sorte pionnier de ses études sur la médecine et sur la santé. Et alors, que retenons-nous de ce texte? Eh bien, on le voit, ce texte ne porte nullement sur un autre concept fondamental, celui de la biopolitique, n'est-ce pas, élaboré par Foucault, mais et donc que le commun des mortels appelle en fait la santé publique, mais sur quelque chose d'autre qui n'est pas moins actuel, et c'est de là le caractère pionnier de Canguilhem, la santé individuelle, vous savez, cette philosophie du care, du souci, du soin, qui a fait florès ces derniers temps, la santé des individus dans leur environnement et leur milieu. Alors, que nous dit ici Canguilhem et que devons-nous retenir? Eh bien, une relation fondamentale entre santé et maladie, n'est-ce pas? La maladie n'est pas un mal, mais une réaction à une agression ou à un déséquilibre de la nature, de notre environnement. Être en bonne santé, c'est donc d'abord, dans un premier temps, pouvoir se relever positivement, n'est-ce pas, de ce déséquilibre ou de cette agression. Deuxième point, la maladie, n'est-ce pas, est un affaiblissement, évidemment, des possibilités de réagir au milieu. Canguilhem donne des exemples très savoureux qui ne sont pas dans ce texte, mais
il dit par exemple quand quelqu'un à qui on enlève un rein peut vivre parfaitement, il vit normalement, comme on dit, mais il est affaibli, il ne peut pas faire tout ce que font ceux qui ne sont pas dans la même situation. Encore autre exemple amusant, une femme à qui on dit, à qui son patient, son médecin, pardonnez-moi, dit vous devez vous ménager. Justement, elle répond mais j'ai mon ménage. C'est-à-dire que la vérité, c'est que au fond, être en bonne santé, eh bien, c'est plus que la santé. Au fond, c'est plus que la moyenne, c'est plus que la normalité. Et c'est plus qu'un ensemble de sécurité et d'assurance, comme il l'explique, c'est être capable, justement, de créer de nouvelles normes. Et c'est en ce sens que quand Guillaume cite Paul Valéry, la santé, c'est au fond l'abus de la santé, c'est plus que aller au-delà de cette limite, et c'est pourquoi, évidemment, on donne comme exemple, quand Guillaume trouve qu'on va quelquefois trop loin, comme exemple de la santé, eh bien, au fond, les exploits sportifs, n'est-ce pas, l'athlète qui va aux limites de sa santé. De là la conclusion de Canguilhem, dans la fameuse formule antique, n'est-ce pas, Fave Valleque, qui concluait les correspondances de beaucoup d'auteurs latins, eh bien, en vérité, ça veut dire, puisque valere, c'est la valeur, ça veut dire en assumant des risques, soit capable, au fond, de nouvelles normes. Alors, bien entendu, encore une fois, cette préoccupation de la santé individuelle, elle est évidemment au centre des philosophies du soin, mais elle est très éloignée des politiques de santé publique qui sont également tout à fait d'actualité. Et de ce point de vue, je dois dire que d'emblée aussi, Canguilhem a reconnu le caractère dual, n'est-ce pas, de la santé. Il y a quelque chose qui concerne la relation individuelle. Et si en 1943, il a fait un rappel à l'importance de la santé individuelle, plus tard, en 1985, il a fait une autre conférence en rappelant que toute la médecine s'est constituée contre, en fait, le développement de cette philosophie exagérée, certainement selon lui, du soin. Il a fait une référence au fait que la médecine ne s'est développée que parce qu'on a développé, évidemment, on a mis entre parenthèses le malade pour s'occuper des maladies, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, on s'est concentré sur l'objet et plus seulement sur le sujet. Alors, de là, les questions que je voudrais vous poser, je vais commencer par vous, cher François, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai deux questions. Est-ce que l'homme en bonne santé doit accepter, au fond, le risque de la maladie? Première question. Et ce risque, est-il suffisamment pris en compte par les politiques de santé? Voilà. Ah, oui. Deux questions. Une question sur la philosophie, sur la santé individuelle, une question sur la politique, sur la biopolitique. Alors, je voudrais d'abord rappeler que le verbe guérir est essentiellement un verbe intransitif. Aristote en parle dans l'Éthique à Nicomaque, en prenant l'exemple du malade qui est lui-même médecin. Alors, qui guérit? C'est une question qu'il pose. Qui guérit? En fait, c'est le malade qui guérit parce que c'est un pouvoir interne. Et c'est très important parce que ça veut quand même dire que la santé et la maladie ne sont pas des contraires. Sont pas des contraires, étant donné qu'on peut guérir. Voilà. Bon, donc il y a un pouvoir interne qui englobe, si je peux dire, la capacité à être malade. Et je pense qu'on exagère beaucoup le pouvoir d'une médecine productive, même si c'est vrai que la médecine est devenue productive par les vaccins, l'éradication de la mortalité infantile, donc on finirait par croire qu'on produit la santé. Mais malgré tout, c'est un pouvoir interne. Alors, il y a un autre point que je crois important, c'est que la santé n'englobe pas tous les aspects de la vitalité. Si on regarde le 19e siècle, les auteurs sont tous malades. J'ai beaucoup lu Marx, il n'arrête pas de parler de sa santé, c'est incroyable, et on se demande comment même il est capable d'écrire encore, puisqu'il dit il souffre de tout. Alors, quant au texte de Canguilhem, à qui je dois beaucoup et que j'aimais beaucoup, lui me rendait un peu, c'était très bien comme ça, son texte là, je me souviens d'une conférence, une conférence d'agrégation qu'il avait faite sur le risque. Où il était alors d'un nietzschéisme presque... Oui, c'est un texte assez nietzschéen, d'ailleurs. Alors voilà, la grande santé, c'est un thème qui est très nietzschéen, et très vite, je voudrais quand même dire que Nietzsche lui-même est bien plus équivoque qu'il ne paraît. D'abord, il était
constamment malade lui-même, donc il savait ce que c'est que guérir, mais donc être malade et créateur, et c'est ça l'essentiel. Donc je finis là-dessus. Il voit les grands créateurs, notamment le Christ, mais peu importe, comme des malades, des névrosés, et aussi des exclus et des marginaux. Donc il considère que être créateur et être en parfaite santé, pété de santé, etc., ce sont deux choses complètement différentes, et que la maladie est productive de valeur, précisément. Oui. Donc là, je crois qu'il joue un peu sur au fond, un stéréotype nietzschéen. Bon, merci beaucoup François. Je vais changer d'angle, Alexandre, en me tournant vers vous. C'est-à-dire, je vais revenir aux politiques de santé, n'est-ce pas, à la biopolitique, pour reprendre le terme foucaldien. Alors, il est incontestable, je crois qu'on doit le reconnaître d'abord, que l'évolution de la médecine, c'est-à-dire la guérison par les hommes de leurs maladies, de leurs maux, eh bien, a remporté de prodigieux succès dans l'allongement de la vie humaine. Parce que si on se retourne vers dans la démographie des années 1850, on vivait jusqu'à 44 ans en moyenne. Aujourd'hui, n'est-ce pas, au début du XXIe siècle, la moyenne de durée de vie, c'est autour de 80 ans. Donc on a gagné carrément une vie. Pourtant, aujourd'hui, cher Alexandre, eh bien, les politiques publiques de santé sont l'objet de critiques très importantes. On leur reproche d'abord, et c'est un accès tout à fait inégal des populations aux soins, c'est-à-dire en fait de ne pas réaliser véritablement le droit à la santé qui fait partie du pacte républicain, parce qu'il y a évidemment des discriminations, en tout cas des oppositions entre le Nord et le Sud, les campagnes et les villes, et le droit, au fond, ce droit social à la santé n'est pas véritablement appliqué. Qu'en pensez-vous, Alexandre ? Bon, je pense que c'est très exagéré, car en fait, on a fait là aussi des efforts considérables, y compris avec la sécurité sociale, y compris avec le désir de nombreux Français de se soignoter pour un oui ou pour un non. On ne peut pas dire que ce soit tout à fait vrai. Il n'empêche qu'il y a des réformes radicales à prendre. L'une d'entre elles, je l'avais suggérée à Jacques Chirac, qui avait été séduit, mais avait dit que c'était politiquement improductif. Et je lui avais dit, voilà, moi j'ai encore connu, parce que j'étais un des derniers sursitaires, le service militaire où il y avait des médecins militaires partout. C'est-à-dire en fait des jeunes qui étaient des appelés comme nous, mais qui devaient donc un an à la collectivité, et un certain nombre étaient encore de troupes. Donc on était parfaitement soignés pour un bobo, puisqu'il y avait toujours un médecin là-bas. Et bien entendu, ensuite, ça n'a plus été le cas. Alors je lui disais, au fond, aujourd'hui, et cette fois-ci on inclurait les garçons et les filles parce que c'est un service civil, il serait tout à fait normal, étant donné que les études de médecine coûtent cher et que quand même la collectivité les prend en charge très largement, que tous les jeunes médecins et autres, même les paramédicaux, doivent on va dire à la collectivité. 2 ans et demi peut-être. 2 ans et demi, c'est beaucoup. Oui, bah oui, mais ça leur apprend les choses et on les mettrait autoritairement dans des déserts médicaux, c'est-à-dire dans les départements du Massif central ou les Pyrénées, bref, ça leur apprendrait des choses. Bien entendu, ensuite, ils seraient tout à fait libres de s'installer où ils le souhaitent. Oui. Mais cela donnerait un roulement d'un personnel médical qui, effectivement, réglerait le problème. Il y a aussi les EHPAD qui sont un problème de même nature. Donc, voilà. Et je pense encore aujourd'hui que le service civil serait une des réponses tout à fait nécessaire. Bien entendu, il n'y a plus aujourd'hui nécessité de porter l'uniforme ou d'être soumis à la discipline militaire. Mais cela serait une solution. Oui, c'est la première chose. Service social, n'est-ce pas, service social de santé pour la population. C'est une première chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, bien entendu, il y a aussi, de la part de la population, des efforts à faire, mettre de l'argent à la poche. Ce n'est pas vrai que l'État et les impôts payés par tout le monde soient uniquement dévolus à cela. Ça dépasse les bornes, et il y a donc un moment donné où chacun doit accepter de faire quelques sacrifices. Oui. Les femmes le font beaucoup plus volontiers que les hommes.
Oui. Merci Alexandre. Alors justement, vous m'avez donné un relais pour poser une question à notre ami le docteur David, puisque en France, n'est-ce pas, beaucoup dénoncent le déclin des hôpitaux publics, les moyens et les conditions insuffisantes, n'est-ce pas, de travail des soignants. Et il y a aussi des analyses contraires, n'est-ce pas, des analyses contraires où certains demandent, et en particulier des médecins, je l'ai entendu, que on cesse, n'est-ce pas, d'aplatir complètement la hiérarchie des médecins et sur les soignants, si vous voulez, les infirmiers, etc. Et surtout qu'on fasse échapper la gestion de l'hôpital public aux administratifs. Alors, oui. Personne n'est mieux placé, oui. Cher si vous voulez, Marielle, que vous pour nous répondre. À titre personnel, je suis restée 30 ans dans le même lieu, j'y suis toujours. Et j'ai échappé aux difficultés. Il y a comme ça des petits endroits qui, par chance, sont restés des endroits de mieux en mieux. Non, je suis dans un centre, un CMPP, mais c'est pas vraiment un hôpital, et on y travaille de mieux en mieux. Mais c'est une exception. Il faut bien reconnaître que le métier de médecin, et surtout à l'hôpital, qui était quand même un métier qui rendait les soignants très heureux, parce que c'était extrêmement fort, extrêmement intéressant, c'était un engagement complet, est devenu très souvent un lieu de souffrance à tous les étages. Voilà. Alors il est incontestable, malheureusement, qu'à partir du moment où c'était les administratifs qui ont eu le pouvoir sur tout ce qui se passe à l'hôpital, eh bien les conditions de travail se sont dégradées, parce que, tout simplement, il faut que ce soit rentable et que ça passe avant le reste, quoi. Oui. Des choses aussi. On dit tout le temps qu'il coûte moins cher. De faire venir des mais en réalité, ces administratifs coûtent très cher parce qu'ils sont incompétents. Quand nous voyons que l'actuelle ministre était secrétaire médicale, donc elle n'a jamais été médecin, mais c'est elle qui opine. Oui. Et bien entendu, elle n'opine pas dans le sens des médecins qui sont opprimés. Oui. Voilà. Encore un mot, Marielle. Il y a beaucoup de souffrance. Et ensuite, je crois que la crise du Covid l'a montré. Voilà, c'était quelque chose qui était un peu caché. Et la crise même des vocations, parce que... La crise des vocations, je ne crois pas. Non, mais je ne parle pas des vocations médicales, je parle, regardez les aides-soignantes cet été, on n'a plus de nom. Bien sûr, là maintenant, je crois que le métier de médecin est une telle vocation qu'il y a toujours des jeunes qui veulent l'être. Par contre, évidemment... Le numerus clausus, qui est mis en cause. Tout ce genre de métier extrêmement difficile, où il faut s'engager, que ce soit aide-soignant, que ce soit même d'ailleurs enseignant. Donc, il n'y a plus de vocation pour. Oui. Voilà. Merci, cher docteur. Bon, Alexis, autre question, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons tous vécu l'épidémie de Covid, et à notre grande surprise, nous avons vu se développer un mouvement, d'ailleurs, qui est appuyé sur la dénonciation des politiques de contrôle et de domination, n'est-ce pas, et en particulier... Alors, la question que je vais vous poser, un mouvement qui est allé même jusqu'à remettre en cause la vaccination, puisqu'on a vu qu'un certain nombre non négligeable de nos concitoyens ont refusé la vaccination. Attends, je vais poser ma question. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y a une responsabilité de ce que vous appelez, je sais que c'est un italianisme, les illibéraux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je pense à Giorgio Agamben, à Toni Negri, qui dénoncent au fond, dans la médecine, la domination. Alors, c'est une question très intéressante. Un mot quand même sur le texte de Canguilhem. Oui. L'homéostasie. Le concept d'homéostasie, c'est quoi? Et il salue en quelque sorte la performance du corps humain. Un corps humain, on va dire, non affecté par des maladies lourdes. Il y a une homéostasie, c'est-à-dire une sorte de réglage, comme par un thermostat du chauffage, un réglage du métabolisme interne au corps humain. C'est prodigieux quand on y réfléchit, et d'ailleurs ça donne raison aux thèses monistes, spinozistes, d'un Hans Jonas ou d'un Georges Canguilhem sur la dépendance du corps et de l'âme, la dépendance mutuelle du corps et de l'âme, exactement, et qui au fond s'auto-régule naturellement. C'est ça l'homéostasie, c'est formidable, c'est le miracle de la vie et de son maintien. Première chose. Deuxième chose, sur la crise du Covid, je vais être le plus nuancé possible.
Il y a eu, on va être précis, il y a eu une agitation illibérale contre le principe même de la vaccination qui effectivement donne raison à votre vigilance, à la mienne aussi, vis-à-vis des thèses, on va dire, néo-schmittiennes sur la société capitaliste avancée qui serait celle du contrôle total. On irait vers un contrôle social à la chinoise. Tout ça, évidemment, relève de la projection en partie paranoïaque. Mais il faut que nous soyons équitables. Oui. Il faut toujours être équitable dans l'analyse. Tous ceux de nos compatriotes qui ont exprimé publiquement ou secrètement une méfiance à l'endroit de ces nouvelles technologies et notamment de l'ARN messager qui est au principe de la plupart des vaccins permettant de juguler les formes graves du Covid-19, je suis très exact dans la formulation, ne sont pas tous des complotistes ou des cinglés. Mais personne n'a dit ça. Voilà, non mais... C'est pas ça la question. Non mais si, c'est la question aussi. Non. C'est-à-dire, je vous réponds, je vous fais une double réponse, pardonnez-moi, je vais terminer ma réponse avant que vous m'interrompiez. Il y a eu l'agitation illibérale contre le principe même de la vaccination, celle-ci est dangereuse, régressive, obscurantiste et à critiquer. Et il y a, je suis extrêmement clair, et il y a, à titre personnel, des gens qui se sont dit, attendez, je réfléchis. Il y a la balance bénéfice-risque qui doit être individualisée. On ne peut pas dire que de 7 à 77 ans, tout le monde doit être vacciné de la même manière. C'est absurde. D'ailleurs, les médecins ne l'ont pas dit. Et c'est vrai que ceux de nos compatriotes qui, pour certains, se sont dit je ne fais pas de 3e dose, par exemple, des vaccins ARN messagers, ne relèvent pas tous de la dérive illibérale tout à fait dangereuse et paranoïaque que vous pointez. Certainement, voilà. Mais par contre, dans cette idée que, au fond, quelqu'un qui n'est pas médecin, n'est-ce pas, qui n'a pas les connaissances médicales, qui n'a pas fait les études que les politiques de santé publique... Et se substitue aux médecins, c'est un problème, on est bien d'accord. Sont obligés de faire, n'est-ce pas, sont obligés de faire. Et pour permettre ou refuser, n'est-ce pas, la mise en circulation des vaccins, eh bien... Alors attendez, personne ne l'a refusé par définition, elle s'est imposée comme étant le recours d'urgence. Et heureusement qu'on a eu ce recours. Cher Alexis, laissez-moi terminer ma question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une remise en cause très profonde, sous prétexte de contrôle, etc., des compétences médicales. Mais bien sûr. Alors, c'est lié à la question de l'anti-élitisme, qui est une lame de fond qui traverse, on voit bien, toute la société. Il n'y a pas que les médecins qui en sont les victimes. Regardez le sort qu'un homme d'État, ancien Premier ministre comme Manuel Valls, subit. Les colibets de l'anti-élitisme, aujourd'hui, sont weimariens. C'est les années 30 qui reviennent. Donc, les médecins ne sont pas les seules victimes de cela. Mais là encore, j'essaie d'être équitable dans mes analyses. S'il y a eu, de la part de certains de nos compatriotes, un énervement à l'égard de certains médecins de plateau, c'était avec le sentiment que ceux-ci étaient victimes de conflits d'intérêts et qui n'étaient pas révélés au public et qui sous-tendaient leur militantisme télévisuel en faveur de la vaccination de l'ensemble de la population. C'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Écoutez, nous poursuivrons cette discussion donc à notre prochaine émission parce que, évidemment, là, ce sont des sujets qui sont au cœur des débats aujourd'hui. Je vous remercie.